Ok. Au départ, je n'étais pas du tout emballée par cette série parce que si vous ne me connaissez pas, je suis aigrie. Donc, au départ, je me suis demandé, mais c'est quoi encore cette merde? James Beaufort incarne tout ce qui ne va pas dans le monde des riches. Un privilège surdimensionné et une arrogance teintée d'ignorance. Hey, Jusqu'à présent, j'avais toujours réussi à faire en sorte qu'il y ait au moins une pièce remplie de gens entre nous. puis-je emprunter votre ami un court instant? Mais depuis à peu près la fin de l'épisode 1, je suis le cul enfoncé dans mon fauteuil et je suis bien loin de me lever avant la saison 2 terminée. Et avec autant de BG dans le casting, je suis vraiment à deux doigts de trahir l'histoire de la mère patrie et de déménager outre-Rhin. Donc, peut-être que j'arrive après la fête, mais je vais vous parler de cette série sur Prime Video qui était plutôt idéale pour la préparation de mon petit déjeuner. J'ai nommé Maxton Hall. Did she run away? Did she run away? I don't know. D'abord, on a Ruby Bell, qui est la version féminine de Dan Humphrey. Elle juge les riches tout en voulant obtenir ce qu'ils ont facilement et entrer dans les endroits qui sont les leurs. Alors que plus que jamais, le monde, notamment du travail, est un rouleau compresseur dans lequel on navigue grâce à tout, sauf au mérite, cette meuf refuse, dans un premier temps, bien sûr, avec toute la condescendance qui caractérise les moralisateurs, les opportunités que lui tendent les scénaristes et qui lui arrivent par le biais de ce super BG super riche qui tombe amoureux d'elle, j'ai nommé James Beaufort. Tout ça alors qu'elle n'a pas d'argent et veut se sortir de sa condition. Genre la meuf, son sac se déchire littéralement quand elle le saisit et elle essaye de nous faire croire qu'elle n'a pas besoin de l'argent de James. Non mais MDR, il y a une différence énorme entre dignité et connerie, ma belle, hein. Franchement, après réflexion, j'aime bien le personnage de Ruby Bell. Elle est loyale, déterminée, ambitieuse, généreuse, chiante, mais pas trop. Et en plus de tout ça, l'actrice est vraiment top. Mention spéciale pour les larmes qu'elle nous verse et qui vont droit au cœur de la pleureuse professionnelle que je suis. Malgré tout, j'estime qu'il serait temps d'arrêter avec cette idée un peu chelou. Oui, ton monde, c'est pas mon monde. Et il y a qu'une seule planète en fait. Donc les mondes, ça se mélange. On est des êtres humains, pas des satellites. Bon, après je comprends bien qu'ils font ça pour le scénario, mais vous êtes des gens intelligents, donc je suis sûre qu'il y a d'autres moyens de mettre ça en scène. Surtout que elle vient littéralement dans une prépa de gens friqués, donc elle doit bien avoir conscience quelque part qu'elle intègre un monde qui n'est pas le sien à l'origine, et qu'elle va devoir côtoyer ces gens-là. Bon, notre Ruby toute mimi veut faire de la politique, si j'ai bien compris, et tente de rentrer à Oxford, mais sa stratégie pour survivre parmi ces gens, c'est d'être invisible. Comme si les bonnes alliances n'étaient pas la clé du succès. Alors qu'elle passe plus son temps à écrire dans son bullet journal et à organiser des soirées qu'à bosser, Ruby développe des sentiments pour James au-delà de l'idée qu'elle avait de lui. Et elle finit même par se lier d'amitié avec d'autres gosses de riches au-delà de ses a priori. Parce que vous voyez, les gens riches aussi sont des êtres humains. Là où je trouve que la série est réussie, c'est qu'elle dresse des obstacles crédibles à l'amour des personnages. C'est vrai que le passage Enemies to Lovers est vraiment rapide. J'aurais voulu de vraies crasses de la part de James, vous voyez, à tel point que la naissance d'un amour nous aurait paru réellement impossible. Genre, j'en sais rien moi, il aurait pu la séduire dans un premier temps, dans l'objectif de l'humilier, tout en demandant de l'aide à Cyril par exemple. Comme ça renforce l'impossibilité pour lui de faire marche arrière. J'aurais voulu qu'on nous montre que les riches peuvent détester les pauvres sans réelle raison, par pure condescendance de classe et nécessité de maintenir leur idée d'eux-mêmes. Au cours du processus, il serait tombé amoureux d'elle, mais il aurait été tellement loin qu'il aurait fallu un truc de ouf pour qu'elle puisse lui pardonner. Genre, il aurait planifié un date auquel il ne serait pas venu, ou il aurait saboté réellement le dernier bal du comité, puis il aurait fini par venir en aide à l'entreprise des parents de Ruby, histoire de l'amadouer par exemple. Il aurait fallu nous montrer que James a vraiment quelque chose de son père, et qu'un conflit intérieur commence à se jouer en lui. Veut-il être comme son père ou est-ce que la morale le retient de s'acharner sur Ruby? Et en même temps, il est tellement désorienté par le fait qu'elle ne l'aime pas, genre vraiment pas, qu'il essaye de faire des trucs pour qu'elle l'apprécie parce que c'est le Golden Boy, donc logique, un défi. Mais en même temps, il y a le reste de sa société à qui il a promis une humiliation. Ça, c'est de la construction d'un bon enemies to lovers. Bon, après, je sais qu'on s'en fout, mais c'est intéressant que les scénaristes aient décidé de mentionner Kant au début du premier cours. Donc, au début du premier cours, Ruby nous dit que pour Kant, ce qui compte chez l'être humain, c'est la raison et pas les sentiments. Et on a compris que c'était un peu la philosophie de Ruby. Dans ma version de Maxton Hall, elle ne choisirait jamais James, parce que sa raison, se concentrer sur ses études, aller à Oxford, mais surtout, après tout ce qu'il lui aurait fait, empêche à ses sentiments de prendre le pas sur sa raison.
Bref, vous l'aurez compris, j'aurais voulu que James tienne un peu plus à son mépris, qu'on voit poindre les moments de vérité entre eux, mais qu'ils soient presque tous gâchés par l'orgueil de l'un ou de l'autre. Ça aurait mérité des scènes drôles où il s'allie par exemple à Hélène pour détruire Ruby Bell, qu'il lui offre la robe de la reine, mais que ce soit une imitation, ou que cette robe soit transparente à la lumière comme Jenny a fait avec Vanessa. Parce que j'ai quand même l'impression qu'à part son arrogance, James ne lui donne pas de vraies raisons pour qu'elle le déteste, et les scénaristes ne nous en donnent pas non plus. La première fois qu'on voit James, il est en mode fit boy qui fait la couverture de Vogue. Donc bon, j'ai connu vraiment d'autres moyens de nous faire détester un personnage, hein. Il l'a sous doigt, ok, mais c'est pas violent, c'est pas trash, on veut du sang, nous! Ok, calme-toi, Rocky. Bon, pour revenir factuellement au personnage de Ruby, on soutient les objectifs qu'elle se fixe et on les comprend. Qui n'a jamais rêvé d'une bonne ascension sociale? Je sais très bien que la réponse est pas vous et surtout pas moi. Rentrer dans une grande école, économiser de l'argent parce qu'elle est pauvre, comme nous, même si les pauvres n'ont pas d'économie, passer du temps de qualité avec sa famille, tout ça avec en arrière-plan un trauma non réglé et qui la suit tout au long de la première saison notamment. Dans la deuxième saison, elle devient encore plus affirmée et délivre des répliques pépites. C'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être tranquille. Tout ce que je souhaite, c'est être avec toi, c'est tout. Quand je suis avec toi, je suis vraiment heureux. De quoi tu parles? C'est pas du tout mon boulot de faire ton bonheur, ok? Meuf, claquement de doigts. Mais sororité mise à part, je tiens à informer James Beaufort que si Robin est trop difficile ou qu'elle n'est pas disponible, l'abnégation féminine héritée de la misogynie est suffisamment répandue dans ce monde pour que tu puisses trouver une autre femme, genre une vraie, genre moi. Ok, ensuite James Beaufort. Oh oui, empale-moi belle fougue. Il est vraiment le prince charmant qu'ils ont essayé de nous faire croire qu'il était. L'acteur est super beau. Je l'avais déjà vu dans une série assez sous-cotée de Netflix, Comment vendre de la en ligne, une série incroyable et je vous jure que le titre parle de lui-même. Mais là, dans Maxton Hall, il est au-delà de mes espérances. Et Dieu sait à quel point j'ai besoin de ressusciter l'idée du prince charmant tout de suite. L'acteur est super canon, ça je l'ai dit. Et je sais que ça ne fait pas tout, mais je suis allée checker son Insta. Il rend hommage à des peuples autochtones de l'Amérique. C'est vraiment hyper conscient, hyper sexy. Bref, le personnage. Le personnage est hilarant. Parce qu'il commence, un peu comme tous les hommes sur Terre d'ailleurs, une guerre sur la base de rien. En gros, Ruby a vu un truc qu'elle n'aurait pas dû voir et pour éviter qu'elle parle, il lui fait la guerre. Sauf que lol, la meuf n'a jamais eu l'intention de dire quoi que ce soit et lui, il la démarre pour le plaisir d'être classiste. Mais à part ça, le personnage est plutôt cool. Il s'avère avoir une sensibilité un peu en dehors de ce que la société incarnée par son père accepte et attend des archétypes comme lui. J'adore sa relation avec sa sœur Lydia. Il assure toujours ses arrières et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il commence à entrer en interaction avec Ruby. Il est absolument hors de question que j'appelle cette meuf la Ruby. On le voit naviguer entre ses obligations et sa volonté et on sent qu'il est à la recherche d'un moyen de s'affirmer, d'exister par lui-même. Et c'est vraiment trop mimi de le voir éclore. Dans la saison 2, il se désintègre complètement. Et ça nous donne un espèce de remake de Chuck Bass sous le charme de Eva la prolo de laquelle il attend la rédemption pendant qu'il sombre à cause de... Non, je ne vais pas vous spoiler. Mais en gros, un Chuck Bass qui, en luttant contre ses démons, blesse les gens autour de lui parce que... Ah si, spoiler, tromper ta meuf juste parce que ta mère vient de mourir et éprouver ta peine en toute indignité égocentrique alors que ta sœur traverse la même chose, ça, c'est tellement Chuck Bass. Hi Ruby. Non mais frappez-le, sérieux! Enfin, l'univers dans lequel est construit la série est assez intéressant. Les uniformes rose fuchsia, perso, j'adore. Et la musique? Il y a une forme plus ou moins cohérente de représentation. Les personnages ont un vrai cheminement vers la maturité, on sent que l'objectif est d'avoir des incarnations saines à l'écran avec pas mal de communication, même si ça ne fonctionne pas toujours. Et la musique? On n'est pas sur du drama pour le drama et pour le buzz, définitivement rien à voir avec Gossip Girl. Même s'il faut noter que la relation prof-élève, c'est vraiment le genre de fantasme qu'il est temps de laisser dans vos cahiers de brouillon, les gars. Les rebondissements sont attendus mais inattendus, la tension entre les personnages est maîtrisée, il y a une vraie alternance presque parfaite entre romance et drama, ce qui donne à la série ce soupçon de magie suffisant pour nous rendre accros et maintenir en vie nos petits cœurs de gamines gavées à Disney.
Des personnages secondaires qui font plus que le taf, le nerd super mignon qui risque de devenir le troisième point du triangle amoureux dans la saison 3, la sœur jumelle Lydia pour laquelle on est à fond, surtout depuis qu'on sait ce qu'elle attend, la sœur de Ruby et son succès dans la mode à la Jenny Humphrey. En parlant de Jenny Humphrey, Pensez à checker ce bangeur sous-estimé de la chaîne. le starter pack de Jenny dans la saison 1, c'est son goûter spécial fait par papa, une robe maison faite imitation Bendel, une longue vue pour admirer depuis le bas des marches les sommets qu'elle n'atteindra jamais. Aidée de sa béquille de toujours, Eric Vanderwoodson, elle revient à Constance avec un sac plus délabré que celui d'un clochard camé près de Gare du Nord. On la renvoie à Brooklyn comme si là-bas c'était le bagne. Le chauffeur qui a l'air d'être plus qu'un chauffeur, Alistair, la meuf démoniaque qui est à fond sur James alors que le gars la cala pas du tout, mais surtout le papa démoniaque en mode revisite de Dan Scott le taré fou. Mortimer est définitivement le méchant de l'histoire et j'ai hâte de découvrir à quel point. Il déteste Ruby parce qu'elle est une version moralement non corrompue de ce qu'il a été et qu'elle incarne la possible réussite sans compromission. Bref, le gars n'a tellement rien à faire de ses journées alors que je rappelle qu'il dirige une grosse entreprise qu'il est obnubilé à l'idée de détruire cette fille, donc la version de lui qu'elle représente, au point de se mêler de l'histoire d'amour de deux adolescents. C'est bien mesquin, bien Mean Girls énergie de la telenovela comme on aime. Pourtant, il me reste quelques questions. Si le papa Mortimer a épousé maman Beaufort, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Beaufort? J'ai vraiment du mal à croire qu'un misogyne comme lui aurait pris le nom de sa femme. Quelqu'un peut me dire combien de personnes est-ce qu'il y a dans cette salle? Et pourquoi est-ce que personne n'a la réponse à première vue? Je suis la seule à avoir compris genre jamais vraiment, à part maintenant, qu'ils faisaient semblant d'être en Angleterre. Moi, je pensais qu'ils étaient en Allemagne. Point. Donc, quand le papa vient au gala alors que la conférence était à Londres, j'étais en mode, il a fait la route depuis Londres pour venir à ce gala en si peu de temps, alors que nos tourtereaux ont juste eu le temps de descendre au sous-sol pour se rouler une pelle. Il y a une faille spatio-temporelle, c'est ça? The end.